Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Café Sapiens exceptionnel dans ce lieu qui ne l'est pas moins. Je découvre d'ailleurs avec vous, mais je trouve que c'est magnifique chaque. On est très content d'être là. C'est un lieu où il faut revenir le soir, vraisemblablement aussi. C'est l'heure de boire autre chose que du café. Nous sommes ravis de vous accueillir alors, en direct ou en différé, en présentiel ou en distanciel, pour la présentation de ce rapport écrit avec Olivier Thierry, qui est ici, qui est président de CARE, Erwan Tison, qui est dans la foule, et qui est directeur des études de l'Institut Sapiens, et votre serviteur Olivier Babot, président et fondateur de l'Institut Sapiens. Pour les plus matinaux d'entre vous, j'ai déjà fait une présentation de ce rapport sur une radio qui parle d'Europe, justement, à 6h40, mais c'était probablement un petit peu tôt, donc on est là pour prendre un peu plus de temps et avoir un peu plus de temps pour présenter notre travail et après peut-être évidemment le commenter et répondre aux questions. Et j'en profite pour accueillir évidemment Alexandre Maisonneuve, fondateur de CARE et directeur médical, si je ne m'abuse, de CARE. La santé, c'est comme le bonheur, on connaît son prix quand on en est privé. Après 2 ans de pandémie, que je commence à vouloir mettre au passé, je crois qu'on peut quand même commencer à la mettre au passé, on s'est rendu compte évidemment de sa valeur, on s'est rendu compte peut-être aussi des problèmes ou des insuffisances, en tout cas des marges de progression, notre système de santé et puis aussi des coordinations européennes. Vous savez que le mot crise est vraiment associé à l'idée de jugement. La crise, c'est le moment du discernement, c'est le moment où on va mieux voir ce qui ne se voyait peut-être pas aussi bien autrefois. Ça s'est vraiment vérifié pour la santé. Bon. Ça fait très longtemps qu'on est nombreux, j'en fais partie, à souligner qu'il faut se rendre compte que la santé, pour les GAFA, qui ne sont plus les GAFA, qui ont changé de nom d'ailleurs, peut-être les GAMAM, on pourrait les appeler, mais même Google, c'est plus Google, c'est Alphabet, donc ça devient un acronyme imprononçable. Mais disons, les big tech étrangères, n'est-ce pas? Ces big tech étrangères, dont le but est de nous fournir tous les services possibles, et sont depuis très longtemps lancés à vive allure pour nous servir le service ultime. Le service ultime, c'est la santé. Cette santé, ça fait très longtemps aussi, tout le monde dit que la santé du futur sera évidemment celle des 4 P. Elle sera prédictive, elle sera préventive, participative et personnalisée. Pour y arriver, on arrive à un momentum extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que, non seulement je crois, mais j'en suis sûr, que le ministre de la Santé a récemment parlé, en parlant de santé au niveau européen, il a parlé de kairos, vous savez, c'est ce beau mot grec qui veut dire le moment opportun. Voilà. Et on est dans ce moment opportun, ce nœud où les technologies arrivent justement à maturité. L'Internet des objets, l'IA, le big data, évidemment la 5G qui permet la couverture du territoire. Toutes ces technologies arrivent à maturité et peuvent être conjuguées pour arriver à produire cette santé du 21e siècle, qui sera une santé plus efficace pour nous tous, avec énormément de gains en termes de santé publique. La question est, quels sont les acteurs qui vont nous fournir ces systèmes de santé? On a fait souvent une grosse erreur en France et ailleurs, c'est de penser que les barrières réglementaires étaient suffisantes. C'est ce que les taxis ont pensé face au VTC. C'est ce que les notaires pouvaient penser. C'est ce que les pharmaciens peuvent parfois penser. Malheureusement, on sait aussi que les innovations numériques progressent souvent par transgression et par lente montée des eaux qui vont faire bouger les lignes. En Chine aujourd'hui, il y a une application qui vous permet de réserver votre rendez-vous, de faire un rendez-vous en téléconsultation, de télépayer et d'être livré chez vous des médicaments. Tout ça en ligne. Aux États-Unis, Amazon propose d'avoir un rendez-vous en 2 heures et d'être livré en 1 heure, si je ne me trompe pas, après de vos médicaments. Google travaille sur des applications de téléprésence qui fait que vous allez pouvoir téléconsulter comme si vous étiez de façon extrêmement réaliste, comme si vous étiez dans un cabinet virtuel. Évidemment, le métaverse de Facebook,
C'est un endroit où vous allez pouvoir faire plein de choses, vous amuser, rencontrer des gens, mais aussi vous occuper de votre santé. Tous ces grandes sociétés de la tech savent que le marché est absolument immense. On peut l'évaluer à 10 000 milliards de dollars, hein, le marché de la santé dans le monde. La santé, encore une fois, c'est le service ultime et c'est ce qui va le plus nous intéresser. Alors on se lamente en France et en Europe depuis longtemps en disant « Ah là, on n'a pas, nous les GAFA européens, on n'a pas ces big tech ». Eh bien, on peut se dire, et c'est l'un des résultats en fait de notre rapport, qui est de dire on a la chance aujourd'hui, peut-être le cas dans d'autres secteurs, mais ça va être plus difficile, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir des pépites dans tous les pays qui peuvent devenir, qui ont la possibilité de devenir demain ces géants de la tech européens dont nous rêvons tous. Nous rêvons tous, pourquoi? Parce que nous avons en Europe collectivement, au-delà de nos différences, des visions communes de la santé, de la nécessité d'accessibilité, de caractère évidemment privé des données, de traitement vis-à-vis de ces données, évidemment, et d'accès à la santé de tous. Tout ça, nous avons des conceptions communes qui nous donnent une vraie identité européenne et qu'on a envie de défendre. Et notre rapport, que vous pouvez aller lire, consulter, donc là j'ai une version, c'est un peu intimidant parce que c'est gros, mais évidemment, c'est des choses qui se passent. C'est comme les annuaires, vous n'êtes pas obligé de tout lire en même temps. Hein, mais évidemment, l'idée c'est de faire une brique très, très riche pour qu'on puisse aller y puiser. Notre rapport nous a permis d'aller faire une cartographie des différentes entreprises innovantes. Alors, on connaît chez nous, évidemment, Doctolib en France, mais il y a aussi au Royaume-Uni, évidemment, d'autres très très belles entreprises qui se développent. D'ailleurs, le Royaume-Uni est plutôt l'entreprise qui est la plus en avance, le pays qui est le plus en avance du point de vue de l'innovation. Et la France serait plutôt 4e dans notre classement. Et donc on a fait une cartographie, on a essayé d'évaluer l'intensité et l'importance de ces entreprises. Et voilà, on a 450 entreprises, environ 450 entreprises, qui peuvent qualifier et qui sont des pépites qui pourraient arriver à se développer. À partir de là, les questions qu'on s'est posées, au-delà du classement, c'est de dire mais quelles sont les conditions pour qu'on puisse parvenir à faire grandir ces entreprises. Le numérique, comme vous savez, a une caractéristique économique extrêmement troublante. C'est la loi des rendements croissants. Alors que là, la loi d'airain de l'économie que enseigne première année d'économie, c'est la loi des rendements décroissants. L'économie, à cause du coût marginal zéro, est caractérisée par des rendements croissants. Ce qui fait que plus votre marché est grand, plus vous arrivez facilement à accumuler des marges qui vous permettent d'investir, d'être meilleur et de progresser. C'est donc beaucoup plus facile sur des marchés très grands. Un marché très grand, par exemple celui de la Chine, évidemment, quand vous êtes 1,4 milliard de personnes, c'est évidemment plus facile pour étendre et faire enclencher cette dynamique d'économie d'échelle. Si vous êtes dans des pays constitués d'États différents mais très intégrés, comme c'est le cas des États-Unis, avec une unification, une harmonisation évidemment très forte, vous pouvez aussi très très facilement offrir le même produit partout. Malheureusement, l'Europe, ou heureusement peut-être, mais bon, est constituée de pays qui ont chacun des histoires très différentes, avec des langues différentes, mais aussi, on le sait en droit des affaires, avec des normes, des façons de de voir les choses qui sont parfois très différentes, et c'est un frein à la croissance de nos entreprises. Des marchés plus petits, ça fait des entreprises qui ont plus de mal à grossir. Après, il y a aussi tout un écosystème du financement à développer. On a chez nous la Banque publique d'investissement, la BPI, qui est très efficace. L'une de nos propositions, c'est de dupliquer ce système à d'autres pays pour qu'on puisse avoir des financements dans tous les pays d'Europe qui en ont besoin. Et quand on dit Europe, on entend Europe au sens territorial. Hein. On ne va pas exclure évidemment le Royaume-Uni, on ne va pas exclure la Suisse. Évidemment, tous ces pays-là ont vocation à faire partie de ce marché de la santé. Les Suisses ne sont pas moins, ne sont pas moins malades peut-être, mais ils ne sont pas moins concernés par le problème de la santé que nous. Alors, évidemment, vous pourrez aller voir le détail de cette étude. Moi, je ne veux évidemment pas être trop long, mais en fait, il y a 3 grands leviers à activer, il y a 3 grandes batailles. La première, c'est une politique commune des données. Plus on a un pool de données énorme, plus on peut aller y puiser, plus la recherche peut progresser.
plus il est possible pour les entreprises d'aller y trouver des choses qui vont être utiles pour la santé publique. Vous savez qu'aujourd'hui, le problème de la santé publique, il est toujours le même depuis longtemps. C'est les actes inutiles, c'est les gâchis, c'est évidemment les actes qui peuvent être faits trop tardivement, c'est la non-observance. 50% des traitements ne sont pas observés. C'est-à-dire c'est les traitements pour lesquels vous avez payé, la collectivité a payé les médicaments, vous avez payé tout le processus, et puis en bout de chaîne, il n'y a pas d'observance, et donc vous avez, évidemment il n'y a pas le gain thérapeutique. On a aussi évidemment des questions autour de l'innovation et la façon dont l'innovation va être appliquée, et des choses qui se passent, qu'on peut aussi prendre en compte dans plein de secteurs, enfin dans plein de domaines en France, mais c'est toujours cette question de l'articulation entre public et privé, avec une vision française qui souvent crée des silos qui sont évidemment extrêmement dommageables. Donc la première bataille, c'est celle de la donnée. Il nous faut, un petit peu sur le modèle des coopératives estoniennes des données ouvertes, favoriser l'utilisation des données de santé dans le respect, évidemment, de la vie privée, favoriser l'interopérabilité des différents systèmes de données, puisque ce qui se passe pour des gens, par exemple en Suisse ou au Royaume-Uni, peut aussi intéresser des Espagnols, des Italiens et des Français. On a tous la chance de faire partie de la même espèce. Le deuxième grand levier, c'est définir une politique commune de l'innovation. Je parlais tout à l'heure de la BPI, et c'est là évidemment qu'il faut essayer d'activer à la fois les leviers de financement public qui aident au déclenchement des leviers privés. De la liquidité, il y en a énormément, et cette liquidité, elle va s'affecter vers des entreprises dont on a l'impression qu'elles ont des marchés qui s'ouvrent à elles. Et c'est évidemment ce grand enjeu. L'investissement devient important. Et puis le troisième volet, c'est une politique commune de la santé. Il ne faut pas, paradoxalement, de peut-être être trop ambitieux. Créer des nouveaux organismes supranationaux, c'est peut-être formidable si on y arrive, mais en général, ça met des objectifs beaucoup trop lointains. Il faut peut-être être plus modeste et procéder par une politique de petits pas. Faire dialoguer les États, évidemment, entre eux pour aller vers plus d'intégration, c'est sûr, mais par exemple, définir un panier de soins commun au pays, comprenant évidemment la téléconsultation, et qui serait ouvert à remboursement sous condition, ça pourrait être le type de progrès qui ferait que petit à petit, on aurait plus de coopération possible, et qu'on pourrait déclencher des synergies entre les différents marchés, qui créeraient enfin ce marché européen, où nos acteurs, à nous, pourraient se développer, arriver à cette taille critique qui leur permettrait de faire pièce aux entreprises de la tech étrangère. On n'a pas à rougir chez nous de notre capacité à l'innovation, de notre audace entrepreneuriale. On n'a pas à rougir de la capacité à imaginer des modèles nouveaux. Très souvent, c'est des problèmes de normes, de réglementation et d'harmonisation. Alors il paraît qu'on ne mesure pas la tension artérielle de la même façon en France et en Italie. C'est un petit peu un problème. Évidemment, si vous voulez après harmoniser des données et les comparer. Alors, les gains évidemment, c'est avoir des champions qui produisent en France, qui produisent en Europe, qui payent leurs impôts en Europe naturellement, mais beaucoup plus largement, c'est un gain de santé publique qui a espéré, il faut y insister, qui a espéré dans la modernisation du système de santé. On l'a évalué à 144 milliards d'euros globalement. C'est un gain énorme, un gain lié à une meilleure santé publique, à une meilleure prévention, un meilleur accompagnement, et qui va faire qu'on va de plus en plus passer à une santé non pas traitée de façon curative au moment du problème, mais en permanence comme un capital santé que des organismes de santé, des professionnels de santé vont accompagner en permanence en créant une très bonne coordination entre les différents actes de santé sans qu'il y ait de gaspillage. Donc il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire plus, peut-être avec autant et de faire mieux. Voilà en quelques mots l'idée de notre rapport. Il est plein d'espoir, il est très ambitieux, puis il est plein de données. Maintenant, sans plus tarder, peut-être, je vous passe la parole de 2 minutes, enfin autant que vous voulez d'ailleurs, et puis après, évidemment, on va prendre les questions et on va discuter. Bonjour. Bonjour à tous, merci tout d'abord d'être là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Donc cette étude effectivement est très riche d'enseignements. Pour nous, ce rapport confirme une conviction très profonde qu'on a depuis longtemps,
qui est la nécessité d'avoir une Europe de la santé, une Europe de la e-santé, et d'avoir des champions européens relevant d'une souveraineté européenne. Donc on a été très intéressés de voir que nos conclusions allaient dans le même sens, et même plus loin. CARE, nous sommes un des pionniers de la e-santé en France, nous sommes le pionnier de la téléconsultation, et nous avions depuis longtemps l'ambition de devenir européens, d'étendre nos services en Europe. Nous avons rencontré l'an dernier un groupe qui s'appelle Health Hero, qui est un groupe pan-européen qui est basé en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, qui avait lui aussi la même vision, la même ambition, à savoir de créer un géant de la e-santé européen. Ils étaient intéressés par travailler en France, avec la France, et nous par travailler dans les autres pays. Donc nous avons intégré en 2021 le groupe Health Hero pour justement commencer à créer l'un de ces champions de la e-santé européenne dont on a besoin et auquel vous avez fait allusion. Voilà. La e-santé européenne, qu'est-ce que c'est? C'est à terme, et j'espère à très court terme, c'est l'amélioration de la santé des individus en Europe au travers du partage des savoir-faire et de l'innovation pour pouvoir améliorer la prise en charge des personnes au niveau de, pas seulement la prise en charge, c'est pour pouvoir améliorer la prévention, les diagnostics, les traitements et les suivis. J'insiste particulièrement sur la prévention parce qu'on parle souvent beaucoup des traitements et des suivis. Et en fait, la première chose qui est importante dans le domaine de la santé, c'est tout d'abord de ne pas tomber malade et d'aider les gens à ne pas tomber malade. Voilà. C'est ce qu'on a vu durant ces derniers 18 mois de pandémie. Voilà. Donc la santé européenne, c'est quelque chose de très important pour le bénéfice de chacun en Europe. Et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement de champions européens, parce que la taille est très importante pour les effets d'échelle, les effets de réseau, les économies d'échelle et la capacité d'investissement et d'innovation, pour aussi pouvoir garder et conserver notre souveraineté européenne et avoir des acteurs qui s'inscrivent dans une philosophie et une approche européenne. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de favoriser l'émergence de ces champions européens, voilà, tels que CARE et Health Hero. Chez CARE, on est très fiers d'avoir été un des pionniers français de la e-santé. On est maintenant très fiers d'être avec Health Hero un des pionniers européens, un des premiers champions de la e-santé, avec certains autres que vous avez mentionnés, qui sont mentionnés dans ce rapport. Voilà, je vais maintenant passer la parole au Dr Alexandre Maisonneuve, qui est un des cofondateurs de CARE, et puis on sera un plaisir de répondre à vos questions dans quelques minutes. Merci Olivier, merci à vous d'être présent et ravi d'être avec vous. Je vais avoir un œil un petit peu plus médical sur un sujet qui, comme vous l'aurez constaté, est particulièrement d'actualité depuis quelques semaines, voire même quelques mois. La santé, la e-santé, on a une politique gouvernementale qui est très volontariste sur le sujet. Et ce que montre ce rapport, j'ai vraiment adoré la lecture de ce rapport, c'est le détail finalement sur le nombre d'acteurs qui existent dans différents pays européens et qui, j'ai envie de dire, pour la majorité d'entre eux, sont presque cantonnés dans leurs frontières nationales. Donc, on a un enjeu. Je pense qu'on est vraiment arrivé à un moment charnière dans la e-santé européenne. Olivier a rappelé finalement l'historique de CARE. Toutes ces solutions se sont développées à l'intérieur de frontières nationales. Beaucoup sont prêtes à aller au-delà. Il y a probablement, en ce moment, suite à l'épidémie de Covid, qui a quand même mis en évidence, mis en lumière un certain nombre de problèmes, mais aussi un certain nombre d'opportunités. Il est quand même rare de voir dans le domaine de la santé le dynamisme et la vitesse avec lesquelles les décisions ont été prises, que ce soit de la part des politiques, que ce soit de la part des entrepreneurs. Les choses sont quand même allées très très vite. Donc on a une accélération qui est liée au Covid. On a donc une dynamique qui est impulsée. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire de cette dynamique? D'ailleurs, de manière un peu anecdotique, je trouve que la création du QR code, je vous livre cette idée, vous en faites ce que vous voudrez, mais est presque l'acte fondateur de la e-santé européenne. C'est la première fois en Europe qu'on a une décision qui est prise aussi vite, qui est autant utilisée, et pour le coup qui est aussi efficace.
Donc c'est possible, donc c'est tout à fait possible. Donc on a vraiment une dynamique, on a une accélération, on a une dynamique, le mouvement est en marche. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mouvement sur la e-santé européenne? De notre point de vue, on a des questions effectivement sur le sujet réglementaire, pas que, on a des questions sémantiques, vous l'avez appelé, on a quelques questions pratiques, mais qui à mon sens sont à la marge, puisque les professionnels de santé en Europe sont déjà habitués à travailler ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un langage dans le monde de la santé, c'est pas le français, c'est l'anglais. Toutes les publications médicales se font en anglais, les grandes revues publient toutes en anglais, les médecins français vont à l'étranger, les médecins étrangers viennent en France, il y a des échanges. Ça remonte même au Moyen-Âge. Si on reprend l'histoire des universités de médecine, ça remonte au Moyen-Âge, donc c'est un mouvement ancien. Donc ces échanges, on les a. Sur la partie plus soignante, on a un enjeu, c'est-à-dire on peut se développer. Donc j'avais ma casquette un petit peu plus entrepreneuriale depuis une minute. On a un enjeu de confiance, c'est-à-dire que je vous ai parlé là des soignants, on a aussi les soignés. Qu'est-ce que veulent les soignés? Les soignés, ils veulent avoir confiance. Ils veulent avoir confiance dans leurs médecins, ils veulent avoir confiance dans les solutions. Donc là, on a un enjeu tech, mais cet enjeu tech, il est surtout lié à la réglementation. C'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est un élément de protection. Je pense que la réglementation sur le secteur de la santé, c'est un élément de protection pour les utilisateurs. Il faut l'harmoniser au niveau européen, parce qu'on a trop, finalement, de réglementations différentes dans les pays, mais arrivons à l'harmoniser dans une logique européenne, dans un état d'esprit européen. Les utilisateurs seront rassurés et, finalement, utiliseront d'autant plus ces solutions de e-santé, ce qui permettra à ces acteurs de se développer. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop long, sinon je peux être très long. Olivier Véran a déclaré la semaine dernière, je pense qu'on est vraiment là aussi dans le momentum, il a déclaré, et c'est écrit, l'Europe de la santé est devenue une évidence. C'est pas nous devons la faire, elle est devenue une évidence. Donc ce moment, il est confirmé. Les politiques tendent la main, nous tendons la main aux politiques, et je pense qu'on va pouvoir construire un certain nombre de choses dans les mois à venir. Je m'arrête là, et nous sommes disponibles pour toutes vos questions. Alors, oui, docteur Kirzek. Je suis médecin hospitalier et urgentiste à l'Hôtel Dieu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des choses formidables en téléconsultation, e-santé, intelligence artificielle, mais j'ai un peu l'impression, en ayant un peu un pied dans ce monde-là, mais aussi un pied à l'hôpital, et Alexandre, tu connais parfaitement les problématiques de terrain, qu'il y a une déconnexion de plus en plus importante entre le terrain, justement, et la e-santé, toute cette technologie. Bref, j'ai un peu l'impression, aussi bien pour les professionnels que pour les patients, il y a un peu la tête, c'est ce qu'on fait ici, et puis qu'il y a les jambes, et que les jambes elles courent un peu toutes seules. Et je vais me permettre de prendre la réponse à cette question. Je te rejoins et tu illustres complètement ce que je disais tout à l'heure sur le moment charnière. On a aussi, tout à l'heure Olivier parlait de crise. Le mot crise, je ne suis pas un grand sinophile, mais en chinois, le mot crise s'écrit avec deux caractères. Il y en a un qui veut dire risque et l'autre qui veut dire opportunité, ce qui traduit très bien finalement le contexte de crise. Et ce que tu dis là, finalement, sur cette espèce de grand écart, parce que ce que tu décris, c'est un grand écart, effectivement, on a besoin d'avoir de la vision, on a besoin de savoir où on va, et on a également des réalités de terrain qui sont parfois pesantes. On le voit dans les hôpitaux actuellement, c'est-à-dire que la préoccupation dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est pas de savoir est-ce que je vais mieux soigner mes patients avec une solution numérique, c'est comment est-ce que je fais pour les soigner maintenant. Donc effectivement, on a parfois deux lièvres à courir à la fois, mais ça n'empêche pas d'avoir ces deux sujets à traiter, et on est convaincu que le sujet de la e-santé, le sujet de la santé numérique est un sujet à traiter de manière rapide. Je passe la parole à Olivier, mais aussi à la médecine que je suis quand même. Est-ce que c'est un problème de formation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la formation quand vous formez des professionnels de santé, que ce soit médecins ou autres? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une sorte d'introduction à ces perspectives qui s'ouvrent? Alors, je réponds partiellement à la question, mais nous, chez CARE, on prodigue de la formation pour tous les professionnels de santé, qui soient libéraux ou non libéraux, tous les professionnels de santé qui souhaitent pratiquer la téléconsultation avec nous. Donc on leur prodigue de la formation pour leur expliquer en quoi c'est un petit peu différent de la médecine en présentiel, quelles sont les bonnes pratiques. Voilà. Mais je pense, pour revenir à votre question, que tout changement, toute évolution, toute innovation génère un petit peu d'anxiété. Et donc on est effectivement encore dans cette phase, en tout cas pour certains, où ces innovations en santé, que ce soit dans l'accès aux soins, ou que ce soit dans l'utilisation d'outils ou d'intelligence artificielle
génère, enfin c'est de la nouveauté, ça arrive très vite. C'est de la nouveauté qui amène de la disruption, qui amène beaucoup de bénéfices et qui en même temps donc, peut effectivement effrayer certaines personnes qui sont habituées à travailler et à bien travailler depuis des décennies d'une certaine manière. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'évangéliser, d'expliquer ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, quels sont les bénéfices et quels sont les bons usages. Et je pense qu'on voit de plus en plus de professionnels de santé et de patients qui comprennent ces bénéfices, qui comprennent que ces changements vont dans le bon sens. Nous, on regarde quelque chose, on a pas mal d'indicateurs chez CARE de qualité, et donc quand on regarde ces indicateurs, ils sont tous extrêmement élevés. Quand on regarde par exemple les notes que l'on a sur les App Store et Android Store, on a la meilleure note des applications de santé, toutes catégories de santé confondues. Donc on voit que même s'il y a des gens qui sont encore un petit peu résistants et inquiets, il y a tout autant une grande partie des professionnels de santé et des patients qui se mettent à ces innovations avec enthousiasme une fois qu'elles ont passé la barrière de l'anxiété par rapport à l'inconnu et à la nouveauté. J'ai envie de mettre le pied dans le plat, mais est-ce que la technologie remplace est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur? Alors, le mot remplacer, je vais l'utiliser avec beaucoup de précaution en ce moment. On n'est pas sur un remplacement. Je pense qu'il faut comprendre que la santé numérique, la e-santé, c'est quelque chose de complémentaire à la pratique présentielle, à la pratique soignante que tout le monde connaît. Donc, le mythe de dire on va remplacer une relation presque charnelle par une relation distancielle reste et restera de l'ordre du mythe. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses qu'on ne pourra jamais faire en téléconsultation, en téléexpertise, en télésurveillance et autres. Et d'ailleurs même la majorité du soin restera un soin avec une relation physique et une relation charnelle. Quand il faut examiner un ventre, il faut mettre la main sur le ventre. C'est quelque chose qu'on avait évalué et qu'on avait fait évaluer par les médecins eux-mêmes qui, en se projetant, disaient en gros entre 20 et 25% de mon activité pourra se faire via des services de santé numérique, mais l'essentiel de mon activité restera l'essentiel pour lequel j'ai été formé. D'ailleurs, on a abordé le sujet de formation, pour laquelle j'ai été formé à la fac. Oui, il y a un sujet de formation. Il ne faut pas oublier que la possibilité de téléconsulter ne date que de 2017. Donc un certain nombre de gens n'ont jamais été formés à la téléconsultation. Bonjour à tous, je suis Louise Achetou et je travaille pour le ministère de la Santé. C'est le début de la présidence française en européenne, le 1er janvier. Et la semaine dernière, comme vous l'avez rappelé, donc, on a une conférence en fait, qui s'appelle Citoyenneté. Une conférence citoyenneté et données de santé et éthique, justement. Donc, on est en plein cœur de votre discussion. Donc, je vous remercie beaucoup de ce rapport, de cette présentation ce matin. En effet, depuis la semaine dernière, en fait, on a publié les principes d'éthique pour le numérique en santé. Donc, avec 4 axes. Le premier, c'est de fonder le numérique en santé sur des valeurs humanistes. Le deuxième, c'est de donner le contrôle aux citoyens pour accéder aux données de santé. Le troisième, c'est de santé numérique inclusive et accessible pour tous. Et enfin, une santé numérique éco-responsable. Je pense que ça rejoint bien ces propos-là. Vous n'avez pas encore vu dans le rapport, je pense que ça coïncide justement avec la publication. Je pense que c'est intéressant de prendre connaissance de ces éthiques qui sont retenues par les 27 de l'Union européenne. Donc à cette conférence-là, il y a les pays qui étaient représentés. Donc c'est un des axes majeurs de cette présidence française de l'Union européenne pour la partie de santé numérique. Et je félicite aussi votre approche sur la politique commune de données, sachant qu'il y a déjà l'acte de gouvernance de données qui est en cours d'adoption de la Partie européenne. Il y a bientôt un texte réglementaire sur l'espace européen de données de santé qui, je pense que ces principes éthiques vont influencer ce texte-là. Donc c'est important de savoir que ces choses-là se passent déjà. Alors le modèle estonien a discuté, je pense, justement, il pourrait mieux influencer, justement, se baser plus sur la partie éthique-là. Un modèle vraiment basé sur l'intérêt général, comme on a essayé en France, en fait, avec les Ratatera, pour la partie recherche basée sur l'intérêt général chimique, qui sont les data qui montrent également ça. Donc, je ne vais pas discuter plus amplement, mais juste, on rappelle là, le ministère permet encore de mettre ça en place dans la partie.
Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement, sur ce sujet de données de santé qui est un sujet très important, passionnant, et qui est d'ailleurs un des sujets principaux pour lesquels on a besoin d'une Europe de la e-santé, pour ne pas se faire imposer des standards externes. Moi, je pense que le RGPD, par exemple, a été un des grands succès européens, et donc on a besoin de quelque chose de similaire au niveau de la e-santé. Donc on lira vos travaux avec attention, voir et volontaire pour participer à vos réflexions si nécessaire. Bonjour à tous. Oui. Si, parlez bien. Je vais parler fort alors. Bonjour, je suis Clarisse, je travaille dans la santé depuis une bonne dizaine d'années maintenant, dans différentes fonctions aujourd'hui dans le groupe des startups. Et je suis également membre de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Aujourd'hui, en fait, pour reprendre ou réagir sur ce que vous avez dit, je me demande juste si finalement il ne faut pas qu'on aille un peu plus loin sémantiquement sur la partie e-santé, qui me paraît encore quelque chose de très 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 large. Presque du niveau de la green economy ou de quelque chose de très finalement qui mériterait à mon sens d'aller un cran plus loin. Et c'est pas juste sémantique parce que finalement quand on regarde la partie typiquement green, on va miser industriellement sur des technologies comme l'hydrogène ou les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites centrales nucléaires, enfin bref. Et en fait, moi, ce qui me manque, c'est peut-être aussi d'avoir des paris technologiques et dans la e-santé qui seraient un peu plus précis pour qu'on puisse... voilà, la e-santé, c'est super large, ça va être de la téléconsultation, ça va être du télésuivi, ça va être de la médecine de précision, de la chirurgie augmentée, ça va être de l'assistance grâce à l'IA sur la prescription, sur du diagnostic, donc il y a énormément de champs. Moi, je pense que si l'Europe veut aller dans ce champ-là, il faut aussi se cibler quelques zones, on va dire, d'excellence, sur lesquelles on fait un pari. Et la deuxième chose, c'est qu'à mon sens, un des autres freins que vous n'avez pas mentionné, mais qui est sans doute présent aussi dans votre rapport, c'est l'organisation des soins qui est quand même très différente d'un pays à l'autre. Et on voit bien que l'innovation, elle reste un peu désincarnée si à un moment, elle n'atterrit pas dans une organisation des soins. Nous, ce qu'on pousse aussi beaucoup à l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, c'est de réfléchir aux soins hors les murs, beaucoup plus proche du patient, grâce à des IPA, grâce à des soins de premier recours, en fait, de réinventer les soins de premier recours. Et je pense que forcément, au niveau de l'Europe, ça passe aussi par ce sujet-là. Merci beaucoup, c'est très ambitieux. Je pense qu'une partie des sujets ont été abordés dans le rapport. Ça va être dur, difficile de faire une liste là maintenant, mais on vous rejoint complètement finalement. C'est-à-dire que vous parlez de paris, de zones d'excellence, d'ambition, on peut mettre un certain nombre de mots derrière. Ça, je pense que quand on voit 450 acteurs qui sont aujourd'hui répertoriés dans ce rapport et qui existent sur le territoire européen, on va dire que ces zones d'excellence, on les a finalement, elles existent et elles vont continuer à exister. On peut parler de jumeaux numériques, c'est quelque chose d'assez récent. On sait qu'on va avoir des acteurs qui vont être très forts sur ces questions-là. On peut parler de self-care, on a parlé de prévention, on ne parle pas encore de self-care, c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou. C'est à la frontière entre la prévention et puis le soin. Donc comment est-ce qu'on implique le patient? Ça rejoint la médecine 4P, finalement, une fois qu'on aura la médecine 4P sera devenue une évidence, le self-care deviendra une évidence aussi. Et le self-care, il sera possible pour le patient, parce qu'il aura accès à un certain nombre d'outils numériques qui lui permettront de faire le self-care, il ne peut pas le faire tout seul finalement. Donc on les a, ces sujets, ces domaines d'excellence. Je pense que par contre, on ne peut pas le faire, chaque acteur indépendamment dans ce point, il faut le faire avec les pouvoirs publics, il faut le faire avec le ministère, il faut le faire à l'échelle européenne, c'est ce qui est traduit dans ce rapport. Sur l'organisation que vous évoquiez tout à l'heure, on est complètement dans ce schéma où finalement, ce qui était possible, finalement un peu chacun dans son coin, dans chaque pays, chaque acteur un peu dans son coin, ne va plus être possible. Sinon, ce sera de l'ordre de l'expérimental, mais ça ne deviendra pas des solutions accessibles à la majorité. Et donc cette question d'organisation, maintenant, c'est sur l'ambition, je rejoins votre mot, et sur comment on aide finalement le développement des bonnes solutions sur un territoire de 600 millions de personnes. Oui, il y a beaucoup de sujets dans ce que vous avez dit, tous très pertinents. Quand vous parlez d'innovation, vous avez effectivement parlé d'innovation
qu'on peut qualifier un peu de deep tech, c'est-à-dire sur l'intelligence artificielle, les devices, etc. Mais vous avez aussi parlé d'innovation, enfin, en tout cas, je pense qu'il faut parler d'innovation dans le domaine de l'organisation des soins et de l'accès aux soins. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais l'innovation et l'amélioration passent aussi par une réflexion sur l'organisation des systèmes de soins, et pas seulement sur les outils d'intelligence artificielle, etc. Et c'est vrai que, alors je prends notre exemple personnel, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres acteurs en France qui sont mentionnés dans ce rapport, c'est que on passe encore, je ne jette la pierre à personne, mais on passe encore une partie significative de notre temps à intégrer des réglementations diverses et variées dans lesquelles, dans le cadre desquelles on doit fonctionner, dont beaucoup font complètement du sens et dont d'autres sont probablement sur lesquels il faut probablement réfléchir. Et donc le fait que effectivement on ait des réglementations nationales différentes qui ont toute leur histoire, c'est du temps que l'on ne passe pas à réfléchir à d'autres choses et à travailler sur des innovations plus profondes. Donc se pose effectivement la question, pour revenir à cette nécessité d'avoir vite des champions européens, se pose la question de voir comment est-ce que, de nouveau sans faire n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut faciliter l'émergence de ces champions en relâchant de manière en réfléchissant ou en redéfinissant de manière intelligente un certain nombre de règles. Je ne dis pas qu'il faut forcément prendre modèle sur l'Estonie ou la Finlande, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de bonnes idées ailleurs et en France sur desquelles on doit s'inspirer. Je pense qu'il faut que vous parliez vraiment fort. Il faut que vous parliez plus fort. Beaucoup plus fort. Oui, alors vous posez à la fois une question de méthodologie et une question effectivement peut-être de principe sur les données, mais effectivement, Erwan, peut-être qu'il y a à l'intérieur du rapport évidemment tous les détails, puis il y a les tableaux sur notre modèle, mais sur l'accès des données, je pense que si tu peux donner un peu plus d'infos. Oui, bonjour. Donc du coup la question c'est sur la construction de l'indice, c'est ça? En fait si vous voulez on a agrégé une quinzaine d'indicateurs différents qui vont de l'accès à la santé à l'aptitude des différents patients en termes de maîtrise des outils de santé, que ce soit la téléconsultation, le fait de pouvoir aller sur son smartphone pour faire des diagnostics, etc. Mais aussi au niveau du venture capital dédié à la e-santé, le capital d'investissement dédié à la santé et la e-santé dans chacun des pays, pour en fait avoir trois dimensions. La première c'est quel est l'état de la santé, on va dire dans les priorités nationales. Dans ces cas-là, on voit effectivement qu'on a surtout les pays nordiques qui sont parmi les premiers. La France apparaît 13e, et là-dessus, Sapiens, il y a 2 ans, avait déjà sourcé justement le déclassement de notre système de santé. Ensuite, il y avait la position actuelle en termes d'e-santé, et là, on voit effectivement que l'Angleterre et l'Allemagne sont largement devant le reste des pays européens. Et troisièmement, c'est le potentiel de développement dans les 10 à 15 ans à venir, donc vraiment un coefficient de fertilité dans les pays européens. Donc là, on a pris à la fois le nombre d'health-tech existants aujourd'hui, mais aussi le nombre de potentiels licornes et aussi de projets d'investissement qui sont à développer. Et là, on voit encore une fois que c'est l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse qui vraiment se développent. Donc on a vraiment un appui très fort sur ces 3 pays-là, qui sont pour nous justement des pays qui, en plus, disposent de leurs propres champions à dimension européenne, voire mondiale, qui donc du coup sont à même de pouvoir
pas imposer un standard, mais en tout cas de pouvoir prendre l'étendard justement de cette Europe de la e-santé et pouvoir mener à bien cette bataille face aux GAFAM et aux BFHX. Bien sûr, on est à votre disposition pour plus de détails si... Et toutes les infos sont voilà. toutes les infos sur la note. Dans la note, les annexes ne sont pas suffisantes. On a peut-être le temps pour une dernière question, mais je sais que vous avez tous une journée avec plein de choses à faire. Oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je travaille pour le CAV. Ma question concerne le niveau européen et ce qui serait nécessaire pratiquement pour aboutir à ce plus de coopération et cette politique commune sur les données de santé. Parce que ma connaissance, la santé n'est pas une compétence européenne. Alors comment est-ce que cette politique peut se bâtir? Est-ce que vous mettez le doigt là où ça fait mal, naturellement. Alors, donc la santé, effectivement, n'était pas une compétence européenne. Ça s'est vu pendant la pandémie. Ça ne nous a pas empêché d'essayer de nous coordonner, puis on a vu les problèmes. On a vu les États se battre sur le tarmac pour les livraisons de masques. Ça n'a pas fait de bien à l'Europe du tout. Les vaccins, ça n'a pas été tellement mieux, quoique on avait un petit peu progressé, mais pas tellement mieux. Alors, c'est Oscar Wilde qui disait l'expérience est le nom qu'on donne à ses erreurs. On a plein d'expériences maintenant en termes de santé. Alors c'est vrai que pour l'instant on a des déclarations, comme celle d'Olivier Véran tout à l'heure, qui ne sont pas des déclarations uniquement diplomatiques. Il aurait pu ne rien dire. Et le fait qu'il le dise, qu'il parle du bon moment, qu'il parle du momentum, et qu'il parle de l'Europe de la e-santé comme une évidence, ça montre une prise de conscience et une volonté. Maintenant, évidemment, est-ce qu'on a les outils institutionnels pour arriver à forcer ce genre de coordination? Il va falloir qu'il y ait quand même une conjonction, à un moment donné, de volonté d'autres pays. Est-ce qu'on peut imaginer que certains pays deviennent moteurs et aider d'autres à suivre? On ne peut pas imaginer qu'on ait tout de suite une unanimité là-dessus. Peut-être qu'on pourrait souhaiter que la France, la prochaine mandature, le prochain gouvernement, le prochain président de la République ou présidente, enfin celui ou celle qui sera élu, portera cette volonté parce qu'on se sera rendu compte que c'est nécessaire, y compris pour l'efficacité de notre santé publique. Voilà. Là-dessus, on pourrait avoir un beau sujet européen pour faire avancer des choses concrètes, mais comme on le dit dans le rapport, il ne faut pas de trucs trop placés, trop planants tout de suite. Une politique des petits pas, et effectivement pour régler certaines choses, peut être plus efficace et nous permettre d'avoir des résultats concrets plus rapides. Voilà. Mais on a besoin de la volonté politique plus que jamais. C'est peut-être rassurant. La politique peut quelque chose sur le développement économique. Voilà. C'est un appel, d'ailleurs. Notre travail permet aussi théoriquement d'essayer d'attirer l'attention sur ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, il me reste à vous remercier d'avoir été là, à vous remercier à tous d'avoir été là, d'ailleurs en direct ou en différé. Le rapport, je crois, est déjà téléchargeable, s'il n'est pas, il va l'être. Et puis, ça n'est pas une fin, évidemment, c'est un début. On va pouvoir l'enrichir de plein de choses et créer plein de débats autour de ce sujet qui n'a pas fini de nous intéresser, de cette santé, de cette e-santé au XXIe siècle. Merci beaucoup, très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.